Le temps coûte cher, oui, mais qui le produit? Au Moyen Âge, en Europe, les arguments utilisés par l'Église chrétienne pour condamner le prêt d'argent à intérêt, assimilé d'ailleurs à l'usure, étaient les suivants. Premièrement, le banquier, prêteur d'argent à intérêt, s'enrichissait comme en dormant. Autrement dit, il ne travaillait pas pendant la durée du prêt et percevait donc des intérêts indus. Des intérêts indus parce que, selon une autre doctrine de la même Église à la même époque, l'argent ne crée pas l'argent. Pecunia non parit, disait-il en latin. En second lieu, l'Église affirmait que, non content de gagner de l'argent en dormant, le prêteur, banquier, exploitait à son compte un produit qui ne lui appartenait pas. Il vendait le temps qui appartient à Dieu seul. Le fait est que si le prêteur peut être dit dormir pendant le temps que dure le prêt, l'argent, quant à lui, l'argent qu'il a prêté, il travaille. Évidemment, c'est une façon de parler, de dire que l'argent travaille. Non pas l'argent, c'est l'emprunteur qui travaille par la mise en œuvre d'un projet, utilisant cet argent emprunté. Utilisant cet argent entre-temps, c'est-à-dire entre le temps du démarrage du compte à rebours et le temps de l'achèvement du remboursement. Selon l'Église toujours, ce temps-là appartient à Dieu. Cet entre-temps où l'argent doit produire l'argent appartient à Dieu. Mais ne serait-il pas plus exact de dire que ce temps-là est produit par Dieu? René Descartes pensait déjà que la création était une activité continuée de Dieu. Autrement dit, il laissait entendre par là que Dieu n'a pas créé l'univers en un seul acte, mais qu'il renouvelle son acte créatif à tout instant. Mais Dieu n'a pas produit que le seul temps. Il a produit tout ce qui existe, y compris l'homme lui-même. En créant donc l'homme à son image, ne l'a-t-il pas institué comme un créateur et un producteur en second? L'homme est un créateur et un producteur en second, quand il ne fait que découvrir les lois qui gouvernent le fonctionnement de l'univers. Des lois qu'il n'a pas inventées, mais sur lesquelles il ne fait que lever le voile de la connaissance. Mais en tout cela, l'idée importante à souligner est celle de travail, qui est elle-même liée à l'idée de projet, qui lève le voile sur les lois qui gouvernent le fonctionnement de l'univers, ou qu'il s'active à produire ce qui sera son gagne-pain. L'homme est un être de projet. Et c'est la mise en œuvre de ces projets qui crée le temps propre à chaque projet. Le labourage d'une même superficie de terrain peut se produire en une semaine ou en un jour, selon qu'on aura procédé à l'aide de moyens artisanaux ou par le recours au machinisme. Et pourtant, le temps qui coûtera le plus cher sera le plus petit, c'est-à-dire le temps de la force mécanique, parce qu'il aura nécessité l'acquisition d'une énergie électrique ou d'une énergie combustible qui auront alourdi le coût de la production. Le temps qui coûtera bon marché sera paradoxalement le temps de production le plus long, celui d'une semaine, le temps pour lequel on se sera limité à la fourniture de la seule énergie humaine et naturelle et physique, à la seule force de travail des cultivateurs. Le temps qui coûte cher, tout comme le temps bon marché, ne sont pas le temps objectif des horloges, celui de la succession des jours et des nuits, et de la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Le temps qui coûte cher est celui du plus grand déploiement par l'homme
de plusieurs sortes d'énergie, y compris l'énergie intellectuelle, physique et même financière. Si c'est par le travail et notre activité que nous produisons le temps, tout comme l'activité de rotation des astres produit le temps cosmique invendable, d'où vient-il que le temps créé par les uns coûte plus cher que celui créé par les autres? La différence ne viendrait-elle pas de la plus ou moins grande place réservée au projet de production du temps de travail intellectuel, le temps du remuement de la matière grise et de la recherche scientifique? N'est-ce pas la production du temps scientifique qui contribue à augmenter exponentiellement l'énergie et la capacité de travail des hommes? Il n'y aurait pas eu la révolution industrielle au 19e siècle en Europe si la recherche scientifique n'avait pas produit les inventions qu'on connaît. Quand la production du temps de travail intellectuel a donné naissance à des technologies démultipliant la force de travail des hommes dans l'hémisphère nord, tout s'est passé dans l'hémisphère sud, comme s'il y triomphait une perception, non peut-être pas immobiliste, mais nihiliste du temps. Une négation du temps par sa réduction à sa plus simple expression, celle de la production naturelle et pas très éloignée du régime de la cueillette. Ne pas travailler, ce n'est pas produire le temps, car le temps n'existe pas là où il ne se déploie aucune activité. C'est pourquoi le temps semble se démultiplier là où le travail productif est intense, tandis qu'il semble plutôt se rétrécir là où le travail productif se réduit à sa plus simple expression. Certains laisseront l'impression d'avoir vécu un siècle, pendant que d'autres, pour le même temps d'horloge, laisseront l'impression de n'avoir vécu que 2 décennies. Et se limiter à la production d'un temps minimum de subsistance et de reconduction tranquille au jour le jour du souffle de vie, n'a-t-il pas fini par constituer une sorte d'appel d'air ayant favorisé des délocalisations d'entreprises à la recherche du temps coûtant bon marché? Comment s'expliquer que la recherche du coût horaire du travail le plus bas aille dans le sens d'une recherche identique d'un plus grand profit? Comment s'expliquer que le temps produit dans ces conditions soit revendu bien cher, tout en ayant été acheté à vil prix aux travailleurs salariés? Là où les coûts du temps produit sont faiblement payés, il y a une exploitation de la dissociation entre les concepteurs et les maîtres des projets d'une part, et les agents d'exécution des dits projets d'autre part. Une dissociation entre le capital et le travail, et parfois une dissociation entre l'énergie intellectuelle de la conception des projets d'un côté et l'énergie physique et pratique de leur mise en œuvre d'un autre côté. Ce qui n'est pas nouveau. La dissociation entre concepteurs de projets et travailleurs révèle une seconde dissociation, celle qui existe entre le producteur et le vendeur. Le temps coûte cher, oui, mais qui le produit et qui le vend? Nous tenons les réponses à ces questions. Le temps qui coûte cher est produit par le travailleur. Le travailleur peut être un travailleur intellectuel et isolé, l'inventeur des procédés et autres formules de fabrication de produits, ou simplement l'ouvrier ou tout autre agent d'exécution d'un projet conçu par d'autres. Mais ce temps peut être vendu à son juste prix, quand le producteur en est également l'agent d'exécution ou le travailleur, comme c'est en principe le cas pour les producteurs du temps de création artistique. Mais il peut aussi être vendu, ou plus exactement acheté bon marché, quand il y a dissociation entre le concepteur du projet et les exécutants du projet,
Les travailleurs salariés pour lesquels il existe une mercuriale du coût horaire du travail. La fixation des coûts horaires du travail ne constitue-t-elle pas une regrettable substitution du temps objectif et spatialisé des horloges au temps incommensurable du projet créatif? Bref, une substitution d'un temps objet à un temps sujet non robotisable.